Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé un bon Shabbat et que le confinement n'est pas trop dur. Petit rappel, nous attendons vos vidéos pour les Pirkei Avot. Nous n'avons rien reçu pour la semaine passée, mais je suis certain que vous préparez déjà votre vidéo pour cette semaine. Aujourd'hui, un petit retour sur Yom HaShoah et la résistance spirituelle. Nous sommes dimanche 3 mai et c'est le numéro 18 d'Hillel TV. Shavua Tov. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la suite des commémorations de Yom HaShoah de la semaine dernière et de l'article écrit avec Sarah, qui je pense a circulé un petit peu, je voulais vous parler des trouvailles, des recherches que j'ai trouvées dans le cadre de mon travail en tant que guide au mémorial de la Shoah et concernant la résistance spirituelle. Donc dans ce cadre, je vais vous parler de 3 sujets plus particulièrement. Le premier, c'est la réaction de l'institution, c'est-à-dire principalement du consistoire vis-à-vis de ce qui était en train de se passer en France. Deuxièmement, je vous parlerai des camps d'internement et de la manière dont la vie religieuse s'est poursuivie à l'intérieur de ces camps. Et en dernier, je vous présenterai très rapidement des exemples de résistance spirituelle dans les centres de mise à mort polonais. Donc au tout début, vous savez sans doute qu'au moment de l'Exode, le consistoire a également quitté Paris, qu'ils sont donc partis pour Bordeaux pour ensuite finalement s'installer à Lyon. Le grand rabbin, donc Isaïe Schwartz, était à Lyon, mais la communauté à Paris avait besoin, elle tout de même, d'un représentant du consistoire. C'est pour cela que le grand rabbin de Paris, Julien Weil, est alors revenu en zone occupée à Paris pour veiller aux besoins spirituels de la communauté. En cela, il était aidé également par le rabbin Joseph Sachs. Pour ce qui était du grand rabbin de France, Isaïe Schwartz à Lyon, une fois que la décision a été prise par Vichy de faire passer le statut des Juifs, puis ensuite le recensement, le grand rabbin s'est exprimé, puisque dès octobre 1940, il a demandé un entretien auprès de Pétain, pour lui faire parvenir notamment un mémoire contre les discriminations qui étaient en train d'avoir lieu, et également sur l'abrogation du décret Crémieux. Il a été reçu par le général Brécard, secrétaire général alors. Ils sont entretenus du statut des Juifs, et en gros on lui a dit que si les Juifs étaient des Français comme les autres, ils devaient obéir à la loi. On sait qu'il a finalement été, le grand rabbin a ensuite été après reçu par Pétain dans d'autres circonstances, en mars 41 et en février 43, où il a alors à ce moment-là protesté de vive voix. Vous savez également que le grand rabbin Kaplan avait lui-même écrit une lettre également relatant son propre recensement et ce qu'il ressentait en tant que juif devant se faire recenser en France. Voilà pour ce qui est du consistoire. Il faut savoir que le grand rabbin de Paris, Julien Weil, a eu un rôle particulier puisqu'il avait face à lui les autorités allemandes et on sait d'après les archives du consistoire et d'après ce qui a été publié qu'apparemment Théodore Dannecker, donc le représentant allemand en France pour ce qui est des questions juives, puisque c'était un homme qui travaillait avec Eichmann, voulait en fait faire du consistoire une sorte de Judenrat, à ce qu'on voyait dans les pays de l'Est, et donc faisait pression sur le grand rabbin Julien Weil pour que celui-ci transforme le consistoire en Judenrat. Celui-ci apparemment a résisté aux assauts répétés de Dannecker sous le prétexte que en France la religion était séparée de l'État et que donc ce n'était pas possible d'utiliser le consistoire dans ce biais-là, toujours dans le but bien sûr de garder le consistoire indépendant au maximum. Certains historiens pensent d'ailleurs que c'est pour ça qu'ensuite les Allemands ont demandé la création du GIF, qui, elle, rassemblera toutes les associations juives. Certains pensent que c'est notamment grâce à cette indépendance gardée par Julien Weil que les offices ont pu avoir lieu à Paris jusqu'à la fin de la guerre, sans interruption. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. À Lyon, on sait que les offices ont été quotidiens jusqu'au 13 juin 1944, date à laquelle le rabbin, le gardien et les personnes présentes dans la synagogue du Quai Tilsit ont été arrêtés par la police allemande. Comment faire dans le cadre de l'occupation pour conserver une vie juive? Un certain nombre de cours pour adultes par correspondance avaient été organisés, ainsi que des grammaires hébraïques pour débutants, notamment celles du rabbin Joseph Bloch qui ont été publiées.
On sait que le grand rabbin de France faisait lui aussi régulièrement des lettres pastorales, mais que Vichy lui a refusé le droit de faire publier un journal religieux à cause de la soi-disant pénurie de papier. On sait que la shrita a été maintenue dans beaucoup de communautés, que les matzot ont pu être préparés par les fêtes de Pessah chaque année, et d'après les registres du consistoire, pendant ces 4 années d'occupation, il y aurait tout de même eu 69 bar mitzvot, 55 mariages et 2294 inhumations. Pour ce qui est des camps d'internement, vous savez peut-être que les camps d'internement pour internement administratif, donc sur le territoire français, ont été ouverts en fait dès novembre 1938, et ce à la base pour les républicains espagnols, et notamment les anciens des brigades internationales qui traversaient les frontières des Pyrénées pour venir se réfugier en France. Ces camps ont été en fait ouverts de 1938 à 1946, qu'il y en a eu à peu près plus de 200 en France, et qu'ils ont touché environ 600 000 personnes, que cela soit des Espagnols, des communistes, des Juifs, et ensuite des collaborateurs à l'après-guerre. Si jamais le sujet vous intéresse, je vous conseille fortement de lire le livre de Denis Péchanski, La France des camps, qui explique tout ceci. Il a également fait un documentaire de son livre, si jamais ça vous intéresse plus. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces camps? Dans ces camps, on a un certain nombre d'internés juifs étrangers. Il faut savoir, par exemple, que dès 1940, les juifs qui s'étaient réfugiés en Belgique, les juifs allemands notamment, dont le rabbin Léo Ansbacher, dont vous avez entendu parler par la lettre de Sarah, ont été expulsés de la Belgique vers la France. Ça a été également le cas des juifs qui se trouvaient dans la province du Bade-Wurtemberg, les juifs allemands, qui ont ensuite été déposés, si je puis dire, dans la zone non occupée, et donc le gouvernement de Vichy les a internés dans des camps tels que le camp de Gurs. Donc dans ces camps, vous aviez parmi les gens qui étaient internés déjà un certain nombre de rabbins. Ce sont eux qui au début ont organisé la vie spirituelle dans ces camps. Ils ont ensuite pu recevoir l'aide des aumôniers, de l'aumônerie générale des Israélites. Il faut savoir qu'une fois que l'armistice a été signé, c'est le grand rabbin Isaïe Schwartz qui suggère en fait d'affecter tous ces aumôniers à ces camps d'internement que l'on trouve dans le sud de la France. Le but à ce moment-là est d'aider au maintien de la vie spirituelle dans ces camps. On sait qu'ensuite va être créée en 1942 l'aumônerie générale des Israélites de France, pour en fait contrecarrer le désir d'intégrer ces aumôniers à l'UGIF, et donc pour qu'ils puissent garder une certaine indépendance. Donc c'est ce qu'ils vont faire dès 40, 41, 42. En 42, avec les grandes rafles qui vont avoir lieu, beaucoup de ces rabbins aumôniers, dont le rabbin René Hirschler, vous savez, qui était un grand rabbin du Bas-Rhin, qui était à la tête de cette aumônerie, va rapidement faire remonter l'information que le maintien de la vie spirituelle ne peut être la seule activité des rabbins et des aumôniers, et qu'il faut faire le maximum pour essayer de se lancer dans le sauvetage, en fait, qu'on ne peut pas se cantonner aux religieux. Et c'est également ce que va dire le rabbin Henri Chili dès septembre 1942 dans les différents rapports qu'ils écrivent. Donc pour vous donner pour vous préciser, donc cette aumônerie s'organise en fait sous l'autorité d'un aumônier général, donc ici c'est le rabbin Hirschler. Il y a ensuite 6 aumôniers régionaux qui sont nommés. Les chiffres vont augmenter avec les déportations puisqu'il va falloir faire face à une très grande épreuve. Ces aumôniers généraux sont ensuite secondés par des aumôniers auxiliaires dans chaque camp qui prennent la charge de la direction des affaires religieuses, et ce sont souvent en fait des rabbins qui sont eux-mêmes internés, qui partagent donc la langue et la culture des juifs qui sont internés. Donc pour le cas de Gurs, qui est celui qu'on avait mentionné dans l'article, donc il faut savoir qu'il y a une dizaine de rabbins qui sont passés par ce camp. Celui dont on se rappelle le plus, c'est le rabbin Léo Yehuda Ansbacher, notamment par le biais de la Haggadah de Gurs. Mais il faut savoir que la vie ne s'est pas cantonnée, si je puis dire, à cette célébration de Pessah, puisqu'il y avait des offices religieux dès octobre 1940 dans un îlot réservé à cet effet, le îlot F, si j'en crois les dessins de Frédéric Schleffer, qui a fait un dessin donc, de cette synagogue.
On sait que des études s'organisent, donc le tout coordonné par l'équipe du rabbin Hans Parer. Donc les Shabbatot et les Yom Tov sont célébrés, il y a une dizaine de circoncisions, il y a également eu des mariages, une Evra Kadisha est instaurée. Et on sait que le problème principal dans ce camp, comme dans beaucoup d'autres camps, c'est celui du respect de la cacheroute, surtout quand vous êtes face à des gens qui ne mangent pas à leur faim. On sait donc que dans ce camp, ils ont pu célébrer Pessah en 1941, Sukkot et Hanouka également en 1941, et qu'ils ont pu célébrer Pessah pour l'année 1942. Le camp de Gurs n'est évidemment pas le seul où on retrouve ce genre de choses. On sait qu'il y a une synagogue à Pétivier, on a retrouvé une carte de Purim du camp de Recebedou. Dans ces entretiens, le rabbin Léon Sperrer nous explique qu'il avait également installé un début de vie spirituelle dans le camp de Saint-Cyprien, où il est arrivé tout de suite après son déplacement de Belgique, si je puis dire, sa déportation de Belgique en France. Je vais également vous présenter rapidement la vie spirituelle à Drancy. Donc vous savez, Drancy est une dizaine de kilomètres de Paris, qui va accueillir des Juifs dès août 1941, après la grande rafle du 11e. On sait que dans ce camp, il y a une synagogue qui s'est installée dès septembre 41, donc les internés sont arrivés en août 41. Et que de septembre 41 à l'été 42, il y a donc eu un office tous les samedis matins, dans le bloc 2 au premier étage, de l'escalier 10. Il y avait apparemment un office Ashkenaz, un office séfarade. Les rouleaux de la Torah auraient été confiés par le consistoire et les offices auraient été dirigés par un chazan du nom de Jacob Lehmann. Il y a donc eu des offices de Tishri en 1941, des offices également de Pessah en avril 1942 qui ont pu être célébrés, et apparemment, d'après toujours M. Péchanski, qui lui est également spécialiste du camp de Drancy, il y aurait eu également des vins cachers et de la nourriture cachère, les Pessahs, d'après ce qui est sous-entendu, prévus donc pour les internés. On sait également, d'après les archives de l'UGIF, que des cadeaux de Hanouka avaient été prévus pour les enfants en 1942. La synagogue est ensuite supprimée et elle va être réinstaurée avec la venue du rabbin Schoenberg qui va être déporté de Lyon vers Drancy le 9 juin 1943. Les offices de Tishri 1943 vont donc être célébrés dans le camp d'après l'héritage Ashkenaz et séfarade, donc pour les deux Rosh Hashanah Kippour. Et on connaît les règles du jeûne de Kippour instaurées dans le camp, puisqu'en fait il y avait des notes de service qui étaient placardées un petit peu partout dans le camp, où celles-ci expriment clairement ce que les internés peuvent faire pendant ces fêtes de Tishri. Évidemment, ce ne sont pas les seules informations qu'on a, mais je vous donne les principales que j'ai pour l'instant. Vous me direz quels sont les types d'archives qu'on peut trouver qui nous donnent ce type d'informations. On a d'abord avant tout les témoignages oraux des personnes déportées ou des témoignages écrits. On a également un certain nombre de dessins, donc pour Gurs, vous pouvez aller voir sur le site du Mémorial de la Shoah les dessins de Frédéric Schliffer qui a fait un dessin de la Souka, donc, qui a été utilisé à Gurs, et un dessin de la synagogue également. Pour Drancy, vous pouvez aller voir les dessins de Georges Oran, aussi sur le site du Mémorial de la Shoah, où il fait un dessin de la synagogue et de l'office. En dernier, je voulais vous parler des centres de mise à mort, et notamment des centres de l'opération Reinhardt. Pour ça, vous pouvez aller revoir le travail extraordinaire de l'historien israélien Yitzhak Achad, qui lui en fait présente dans son livre, il a un tout petit paragraphe sur la vie religieuse et qui explique que par exemple à Sobibor, donc je vous rappelle Sobibor, c'est printemps 42, octobre 43, pour la fourchette basse, les BAM si je puis exprimer ainsi, on aurait entre 170 000 et 200 000 morts dans ce centre de mise à mort. Et donc d'après lui, d'après ce qu'aurait dit Ada Lichman, à partir du moment où les déportés ont découvert le but du camp, ils se seraient réunis apparemment dans l'atelier de menuiserie pour réciter Kaddish. On sait aussi apparemment que la veille, ou peu de temps avant la révolte d'octobre 43, les autorités allemandes auraient apparemment accordé aux déportés de se réunir pour célébrer le Kol Nidré. Et on pense que, d'après les témoignages, les personnes qui étaient en train de tramer la révolte, si je puis dire, ont utilisé Kol Nidré pour se réunir une dernière fois et discuter de leur plan pendant que les gens étaient en train de chanter. Pour ce qui est de Treblinka, pour Treblinka, on a un petit peu plus d'informations, toujours grâce à Yitzhak Achad et à sa collection de témoignages.
qui nous dit qu'apparemment, il y aurait eu tous les jours à Treblinka, le Arvit aurait été célébré après la journée de travail, une fois que tous étaient enfermés dans les baraques, et aurait été mené par Meir Greenberg, qui était lui-même fils de chauffeur, qui donc conduisait l'office du soir et récitait Al-Maleh Chachamim pour tous ceux qui avaient été assassinés dans la journée. Les autres personnes présentes récitaient alors le Kaddish. Apparemment, les autorités allemandes auraient également autorisé à ce que se tienne Shacharit le matin, dans l'atelier de menuiserie, avant le réveil des déportés. On sait aussi toujours d'après M. Arad, qu'un SS du nom de Carole apparemment apportait les talit et les téphilines aux internés, et par plaisanterie, ils auraient même autorisé des funérailles selon la loi juive et l'érection de pierres tombales. Vous vous demanderez pourquoi est-ce que les Allemands autorisaient ce genre de choses alors qu'ils étaient en train de massacrer la population. D'après M. Arad, c'est probablement parce que les Allemands espéraient que la religion serait une sorte d'échappatoire pour les internés et du coup pour essayer de les garder tranquilles. Pour ce qui est de Belzec, d'après le témoignage de Rudolf Freder, on sait que certains prisonniers récitaient le Kaddish le soir. Pour Auschwitz, on a un certain nombre de témoignages, notamment des témoignages des Sonderkommando qui ont été rassemblés par un autre historien israélien, Gideon Greif, qui a écrit donc un livre avec tous ces recueils des Sonderkommando. Grâce à ces témoignages, on sait notamment par le biais des frères Dragon que des matzot ont été faites jusque dans le Sonderkommando, que l'office de Kippour avait pu être célébré également dans les Sonderkommando et que le Kaddish était récité pour les victimes. Il nous précise également qu'un certain nombre de victimes elles-mêmes récitaient le schéma avant de rentrer dans la chambre à gaz. Donc tous les détails que je vous donne sont très courts, j'imagine que vous voulez en savoir plus, mais n'hésitez pas donc à aller voir sur le site du mémorial, sur le site de Yad Vashem, sur le site d'un certain nombre de camps d'internement, dont celui de Gurs, où vous pourrez trouver d'autres informations complémentaires. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation pour ces quelques semaines de confinement qui nous restent encore. Merci.